Bonjour Samuel de Charpentier. Bonjour Eric. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes principal CEO de GreenMove, une start-up spécialisée dans la vente et la location de voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la société GreenMove ? Alors déjà, merci pour l'intérêt que vous nous portez. Société GreenMove, c'est une start-up qui a été fondée il y a environ 3 ans, qui est hébergée sur un start-up studio. Donc c'est un peu le même système qu'un business angel, si ce n'est que nous allons, mutualiser la partie RH, la partie communication, la partie locaux, etc., sur différentes startups qui sont toutes autour de la mouvance écologique. Donc, GreenMove est hébergé sur le startup studio qui s'appelle WeFound, et donc il y a à peu près 3 ans, on l'a dit, et qui est né à l'origine pour pouvoir permettre l'accessibilité au plus grand nombre des véhicules électriques d'occasion. Alors, vous n'êtes pas le fondateur de GreenMove, hein, c'était un rachat ? Comment ça s'est passé en fait ? Non, c'est une création, donc initialement par WeFound, qui est donc le startup studio qui a hébergé en premier donc cette startup qui est GreenMove, qui était bien en amont de toute la mouvance écologique autour des véhicules électriques, et qui très rapidement a décelé que la vente de véhicules neufs électriques demandait des particularités, et dans l'écosystème automobile, quand on parle de véhicule neuf, il faut aussi penser véhicule d'occasion. Et à ce titre, ils ont voulu installer le curseur directement en face véhicule d'occasion très tôt, pour pouvoir l'initier, pouvoir permettre très rapidement de pouvoir répondre à des demandes qui arriveraient. D'accord. Alors, quel est votre parcours personnel ? Qu'est-ce qui vous a conduit en fait à venir dans le véhicule électrique et dans un start-up studio qui est dédié à l'écologie ? Alors, parcours professionnel, moi j'ai 20 ans d'automobile, passionné d'automobile depuis toujours. Étant passionné d'automobile, évidemment, on a un spectre qui est assez large. Ça va des véhicules de tourisme aux véhicules plus élitistes. Et puis dans ce spectre-là, il y a aussi les véhicules électriques qui, il faut se l'accorder, sont l'avenir des véhicules. Donc en tant que passionné, je me suis intéressé. Et puis un peu le hasard des choses a fait que j'ai été sollicité par GreenMove, qui était à la croisée des chemins, qui avait eu des vrais piliers de fondation de la société pour installer toute la partie marketing, communication, process de la société par la personne que j'ai remplacée, qui était Aurélien Tardieu. Donc ils ont vraiment fait des vrais piliers pour cette société-là, et ils arrivaient effectivement à un stade où il fallait avoir des connaissances dans l'automobile, que ce soit dans le milieu d'automobile pour aller sourcer des véhicules, mais aussi tous les codes de l'automobile qui sont particuliers, et puis les connaissances pour aller chercher des véhicules. Donc nos chemins se sont rencontrés par le hasard des choses, par une association qui s'appelle France Autotech. GreenMove a été adhéré à France Autotech, et moi j'y avais participé dans une autre vie sur une autre société où je travaillais. Et puis le hasard, on dit tiens, GreenMove, vous cherchez quelqu'un, et Samuel pourrait correspondre. Et voilà, on s'est rencontrés. Et puis d'abord je suis arrivé chez WeFound comme directeur des services automobiles pour pouvoir rayonner sur les différentes startups, sur tout ce qui concernait l'automobile, de par ses particularités et ma connaissance de 20 ans de ce milieu-là. Et puis après, très rapidement, je me suis focus sur GreenMove, qui méritait effectivement d'avoir un envol, qui avait, comme on disait, les bonnes fondations, et qui méritait maintenant d'avoir un élan. C'est très long, parce qu'il y a 3 ans de ça, vous imaginez bien que le véhicule électrique n'était pas celui qu'il est. Il fallait avoir l'idée de se dire, ok, je vais aller creuser uniquement sur la partie occasion les véhicules électriques, et ils ont eu la chance d'avoir Engie qui les a accompagnés très tôt, qui a fait confiance à GreenMove très tôt, avec qui nous avons levé des fonds fin d'année dernière, donc était vraiment les planètes s'alignaient pour pouvoir accélérer vraiment. Un peu plus d'1 million. Alors, ce qui à échelle financière paraît beaucoup, et en même temps est assez peu dans l'automobile. Donc c'est un premier jet, c'est pour pouvoir donner un premier élan, etc., rassurer un petit peu l'auditoire, puisque on le verra plus tard, mais l'inconnu fait peur. Donc le véhicule électrique déjà n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Donc véhicule électrique d'occasion, là pour le coup il y a plein de craintes, on verra sûrement plus tard, mais il y a plein de questions qui se posent, et de peur.
Qui sont les clients de Greenmove alors? Clients de Greenmove assez communément, ce sont des particuliers qui sont en quête de bonnes affaires, on va dire, hein, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule neuf, n'ont pas forcément la volonté, notamment parce que on a aussi une clientèle qui est demandeuse. On assiste beaucoup aux secondes vies, que ce soit sur des produits classiques ou même sur des produits haut de gamme. Weston, je crois, vous amenez vos anciennes chaussures, ils vous les refont à neuf, etc. Et ils ont un vrai engouement. Donc il y a un vrai engouement aussi même sur des marques de luxe à réutiliser des choses qu'on a utilisées. Là, on est un peu sur ce secteur-là, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont une appétence un peu écologique, lorsqu'ils achètent un véhicule neuf, c'est une autorité publique, on sait qu'un véhicule électrique émet plus de gaz polluants à la production qu'un véhicule thermique. Et ce surplus de gaz polluants donc de CO2 à la production est lissé au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, la voiture n'émet pas de gaz polluant lorsqu'elle circule, et ce qu'elle a émis comme gaz polluant en plus par rapport à un véhicule thermique lorsqu'elle a été construite est lissé au bout de 3 ans, si on prend une moyenne de 13 000 km par an, ce qui est la moyenne française de kilométrage. Au bout de 3 ans, la voiture, elle est neutre en émissions, neutre au niveau de sa conception. Donc, elle est vraiment sur une seconde vie et qui est vraiment éco-friendly. Et ça, les gens, ils sont assez sensibles. Et puis, TPE, PME, les seules limites, je dirais, à Greenmove vont être les grands comptes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les grands comptes, il faut sourcer actuellement. On y viendra aussi sûrement, mais c'est une des problématiques de trouver des véhicules. Hein. C'est pas forcément de trouver des clients, mais trouver des véhicules. Et puis, les grands comptes, vous allez vouloir dupliquer, les cadres vont avoir tel type de véhicule, les maîtrises vont avoir tel type de véhicule de fonction, et trouver les mêmes véhicules en sourcing, en occasion, c'est pas facile. J'en ai une qui va avoir 20 000 km, l'autre qui en aura 10, une bleue, une verte, voilà. Donc c'est un peu les limites du système pour ce qui est grand compte. Donc particulier, TPE, PME. Voilà. Vous intervenez sur plusieurs activités autour de la voiture électrique d'occasion. Alors comment vous pouvez expliquer l'offre commerciale et la façon dont elle s'articule? 3 blocs, achat, location longue durée, et maintenant on est même sur de la location avec option d'achat avec un nouveau partenaire financier que nous avons. Achat, nous verrons peut-être aussi plus tard, mais c'est épiphénomène, notamment parce que l'inconnu fait peur et que les gens n'ont pas forcément envie de s'engager sur un achat ferme d'un véhicule où la technologie évolue très vite. Donc ils peuvent initier leur demande éventuellement sur un achat, mais très rapidement, et c'est aussi notre rôle, c'est de les accompagner très fortement sur tout le process. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'ils ont une volonté d'acheter pour se rassurer, mais finalement, il y a une zone de crainte aussi qui fait que la location répond au mieux à leurs attentes. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est la location avec option d'achat, c'est-à-dire je la loue pendant 1, 2, 3 ans, et puis à la fin, je me donne la possibilité de l'acheter avec un prix qui est déjà convenu. Et s'ils n'achètent pas la voiture, c'est nous qui la récupérons. Location longue durée, elle se décompose aussi en trois secteurs. On va dire le test, la moyenne durée et puis la vraie longue durée. Même si encore une fois les demandes peuvent être initiées sur un test ou sur une moyenne durée, sur une courte durée, ils arrivent assez rapidement sur une longue durée. Je m'explique, c'est-à-dire que le test, c'est avant tout pour tester le véhicule, mais on a un prix qui est assez conséquent et qui fait que on n'est pas forcément l'acteur principal pour ce genre de choses. Un loueur courte durée, ce sera plus son domaine de prédilection. Nous, on l'a proposé pour pouvoir permettre ce service-là, mais je sais pas si on le gardera à terme. La moyenne durée, ça va être jusque 1 an, on va dire. Hein. Et puis, la longue durée, c'est 12, 24, 36, 48 mois. Et finalement, on revient un petit peu à ce qui se fait le plus communément sur les véhicules neufs, c'est-à-dire du 36 mois. D'accord. Donc, vous démontrez quelque part qu'il est possible de faire du financement sur des voitures d'occasion, ce qui n'est pas très courant finalement dans le monde de l'automobile traditionnel. Alors, vous êtes sur une double niche, véhicule électrique et occasion. Est-ce que ça ne limite pas considérablement l'offre et l'approvisionnement? Ouais, il y a une question de doublage qu'on pourra peut-être scinder. Alors, oui et non. En réalité, le sourcing n'est pas simple. Et comme je disais, nous parlons de plus en plus de recyclage et de deuxième vie des produits, y compris sur les marques de luxe, c'est ce qu'on disait. Donc, l'offre et la demande, de toute façon, ne vont faire qu'augmenter. Effectivement, une des problématiques du VE actuellement d'occasion, c'est le sourcing. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques d'occasion qu'on trouve actuellement sont principalement
initié de location avec option d'achat sur un véhicule neuf, initié il y a 3 ans de ça. Et si on fait une marche arrière, il y a 3 ans de ça, le véhicule électrique était pas aussi... Donc on va avoir un décalage dans le temps où d'ici 1, 2 et 3 ans, on va avoir un volume d'occasion qui va grandir. Et ça nous va très bien parce que nous, pendant ce temps-là, on pose des jalons, on professionnalise tout l'environnement autour du véhicule électrique d'occasion, sachant qu'on est les seuls acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la fois juge et partie, c'est-à-dire qu'on s'autocritique sur notre fonctionnement, sur notre sourcing, sur les produits. On a un œil un peu, et on essaie de prendre de la hauteur, justement, le marché, comme il évolue, puisqu'il est hyper volage d'après les approvisionnements de véhicules neufs. Hein. Donc, tout ça, effectivement, n'est pas facile à gérer. Ouais. Oui, alors justement, en termes d'approvisionnement, vous faites comment? Quel est votre sourcing? Vous avez des accords avec des sociétés de financement? Vous allez chercher des voitures chez des partenaires concessionnaires? Vous allez prendre des voitures sur les petites annonces? Comment vous faites pour vous approvisionner et avoir une offre relativement conséquente? C'est un des enjeux de Green Move et c'est une des raisons de ma venue. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis dans l'automobile depuis plus de 20 ans et ça me permet d'avoir des opportunités d'achat régulièrement avant qu'elles n'arrivent peut-être sur le marché. Dans tous les cas de figure, on a une demande qui pour l'instant, on arrive à l'aligner. On n'a pas de vrai problème de sourcing parce que les volumes restent malgré tout raisonnables au niveau de la demande. Donc, on arrive à trouver, à sourcer. Et puis après, où est-ce qu'on trouve? Les filières restent un peu secrètes, surtout par les temps qui courent avec tout le monde cherche des autos. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, il va un peu un tel qui, tiens, je sais que lui, il en a, etc. Il y a des annulations de commandes des fois, où tout le monde se jette dessus dès qu'un faux pas, ça qu'il y a une sorte de dark web des véhicules d'occasion. Donc, on arrive à se débrouiller, notamment parce qu'effectivement, depuis 20 ans dans l'auto, ça permet d'avoir quelques contacts qui favorisent le sourcing. Ouais. La situation actuelle, avec la pénurie de composants et la difficulté d'approvisionnement des voitures même neuves, est-ce que ça vous aide? Vous avez senti une augmentation de la demande par rapport à ça? Alors, ça nous aide et ça nous dessert. Ça nous aide parce que effectivement, on s'aperçoit quand les mentalités changent. On a parlé effectivement des secondes vies sur les différents produits et l'automobile, il vient. Il existait déjà, les véhicules d'occasion sont pas nés récemment, mais il y a un engouement qui est différent. On va chercher quelque chose de différent. On n'y vient pas seulement que pour le prix, on y vient aussi pour une question éthique, pour une philosophie. Auparavant, on avait les véhicules neufs qui vraiment tractaient le milieu automobile et les véhicules d'occasion qui étaient un mal nécessaire, on va dire, ou qui était un peu la queue de la comète. Arrivée du Covid, micro-composants manque au niveau des micro-composants. La vapeur s'est complètement inversée. Les véhicules neufs, il n'y en avait plus aucun, il n'y avait plus que des occasions, et c'était n'importe quoi. Il s'est jamais autant vendu de véhicules d'occasion que pendant le confinement. Les gens étaient chez eux et sur leur ordinateur et achetaient des véhicules de peur de reprendre les transports en commun, et tout se vendait. C'était, j'avais évidemment des contacts avec des gens automobiles, partie commerciale, ils disaient c'était hallucinant, c'était du n'importe quoi. On est un peu encore sur cette frénésie, notamment parce que les aides gouvernementales ne sont pas immuables et que les gens cherchent à bénéficier des aides au maximum puisqu'elles vont de manière dégressive dans le temps, chaque année elles diminuent, donc ils essayent de saisir les opportunités. Donc effectivement, peu de véhicules neufs qui sont tout de suite captés par le marché et tout le monde s'est repoussé sur les véhicules d'occasion. Donc dans ce contexte, ça crée déjà un regain sur l'occasion, donc ce qui va plutôt dans notre sens, et puis démocratise le véhicule électrique. Donc d'un côté, ça crée une pénurie, la pénurie sur les véhicules neufs fait que tout le monde se jette sur l'occasion, donc ça nous arrange pas. Mais d'un autre, ça crée un engouement autour de l'occasion, et puis les gens viennent de manière ancrée. Donc je pense que on reviendra à un niveau, alors toujours les véhicules neufs qui tractent, mais l'occasion sera plus en vrai décalage en bas, il sera un décalage un peu moindre, et le véhicule d'occasion aura une vraie raison d'être avec une approche différente. Je pense qu'on a franchi un cap sur lequel on ne reviendra pas. Quelle est la voiture électrique type dans votre offre, ou la plus vendue? Alors on a une offre qui est très large, qui va du Jaguar E-Pace
à plus de 1 000 € par mois, et à une Zoé ou avec toutes les aides, etc., une Zoé 22, vous êtes à 40 € par mois. Hein, voilà. Le cœur de la cible principale, Renault Zoé, vraiment. D'accord. Renault Zoé. On a essayé de créer un peu d'engouement autour de produits un peu similaires, type la e-Corsa, type la Fiat 500 électrique, auquel je croyais beaucoup moi. Et puis finalement, eh bien c'est pareil. Hein, les clientèles les clients sont un peu différents, et peut-être qu'une e-Corsa, le prix et la marque vont faire que je vais pas aller chercher de l'occasion tout de suite, je ne sais pas. La Fiat 500 électrique, peut-être que j'ai envie d'avoir un véhicule comme il est personnalisable, de vraiment le faire sur mesure, et je vais plutôt la prendre en neuf. La vraie demande est effectivement sur Zoé. C'est d'autant plus étonnant que la Fiat 500i est la voiture la plus vendue. La voiture électrique a été la voiture électrique la plus vendue en Europe en avril. Alors effectivement, c'est une voiture qui est relativement récente, donc peut-être c'est ça, il y a peut-être pas énormément d'offres en occasion, mais peut-être que ça sera la star de votre parc dans 2 ou 3 ans. Je l'espère. Alors j'avais moi déjà des opportunités sur des Fiat 500 électriques, mais encore une fois, ce que je vous disais et ce que vous dites amène de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'en vend beaucoup, mais en neuf. Je pense que c'est cette envie de personnaliser, d'avoir ma voiture où j'ai l'intérieur bleu avec l'extérieur rouge ou le toit noir, qu'on a du mal à avoir en occasion, évidemment. Donc, on aura ce second marché plus tard. Est-ce que vous espérez la fin des aides à l'achat des véhicules électriques de neufs pour booster votre marché de l'occasion ? Alors, oui, bien sûr. Et en même temps, cette dynamique d'accompagnement par le bonus écologique accentue l'engouement sur l'électrique neuf et par capillarité sur l'occasion, mais en réalité, nous travaillons, la question est un peu plus large que ça. En fait, je vais répondre un peu plus largement, c'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec les instances publiques et essayons de faire évoluer les choses. Peut-être avez-vous entendu, au début de la crise en Ukraine, il y a eu une augmentation du tarif des carburants, et Emmanuel Macron avait communiqué pour rassurer les utilisateurs de véhicules thermiques en disant, voilà, on va vous accompagner pour l'augmentation du prix du carburant pour que ce soit stable pour vous, mais attention, c'est pas définitif, et de toute façon, cet argent qu'on met sur la table, on va très rapidement le passer pour un accompagnement sur les véhicules électriques. Et il a mentionné donc les véhicules électriques d'occasion. Ce que je devais faire, c'était entre autres parce qu'on a encore une fois, on a une petite trame de fond derrière où j'ai eu l'occasion d'être sollicité par des députés ou des gens qui siègent au comité mobilité, et qui effectivement prennent en compte tout l'environnement et ont bien compris que l'accompagnement, cet accélérateur qu'ils mettent sur les véhicules neufs à ce jour aura un effet pervers on l'a dit, dans les quelques années à venir sur l'occasion. Et s'il n'y a pas un accompagnement sur les véhicules d'occasion très rapidement, soit ils le font très tôt et ils le font progressif et font évoluer les mentalités et n'auront pas besoin de monter très haut dans l'accompagnement, soit ils le font très tard, ils attendent que tous les véhicules neufs arrivent en occasion, que le stock véhicule d'occasion soit engorgé, et là il faudra mettre une nouvelle aide conséquente sur les véhicules d'occasion. Donc c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer, mais tout ça est intimement lié à un système de vases communicants. Donc l'idée, c'est effectivement de faire comprendre que dans l'écosystème automobile, les véhicules d'occasion d'aujourd'hui sont les véhicules neufs d'il y a quelques temps, et que si on fait un accompagnement sur les véhicules neufs, il faudra en faire un de manière conséquente sur les véhicules d'occasion. Donc ça pouvait être une répartition un peu différente dès maintenant entre les neufs et les occasions. Mais voilà, je sais pas si ça répond à votre question, mais la question est un peu plus large que ça, et l'accompagnement, de toute façon, c'est comme les remises sur les véhicules, c'est-à-dire que tout ça fausse un peu l'idée. Ce qu'il faut, c'est effectivement initier la demande des clients sur les véhicules électriques. Initier une demande naturelle et pas forcément accompagnée. Voilà. Qui déjà, les choses évoluent, les gens commencent effectivement à être demandeurs, comme je vous le disais, c'est-à-dire ils ont déjà franchi une deuxième étape à dire, attends, mais moi je veux pas remettre un jeton dans la machine de la production d'un véhicule électrique neuf. Je vais regarder à sourcer un véhicule, même s'il a 1 an, ça me gêne pas, voilà. Donc, les mentalités évoluent, et je vous dis, il y a des curseurs sur lesquels on reviendra pas par rapport aux offres, véhicules neufs, véhicules d'occasion, remises, etc. Donc, tant mieux, les choses évoluent. Ouais, quelle est la dépréciation d'un véhicule électrique d'occasion par rapport à une thermique? Ça se situe comment? C'est-à-dire, parce que vous êtes aussi dans un métier qui est quand même éminemment financier, donc vous devez avoir quelques tableaux de bord. Est-ce qu'un VE d'occasion se déprécie plus ou plus vite qu'un VE thermique équivalent, ou c'est l'inverse? Alors, on va mettre déjà tout ça dans le contexte.
sortie de crise Covid, pas encore sortie de crise des micro-composants, mais de toute façon, on s'aperçoit qu'effectivement, là encore, les constructeurs, les distributeurs ont franchi une barrière sur laquelle ils ne reviendront probablement pas. Auparavant, on avait des véhicules, quand on avait du mal à les vendre, on les remisait de manière conséquente. Et puis, globalement, on avait des véhicules généralistes qui pouvaient aller sur des niveaux de remise assez conséquents. Les remises de maintenant sont les reprises de plus tard. C'est-à-dire que si un véhicule vaut 20 000 €, on fait 20% de remise. Ça veut dire qu'on l'achète 16 000 €. Évidemment, en occasion, cette remise qu'on a mis en véhicule neuf, on la retrouve en occasion et on a un véhicule qui est moins bien placé en occasion et puis qui a du volume. Donc, le marché d'occasion s'effondre, la cote du véhicule s'effondre. À l'inverse des marques type BMW ou Mercedes ou autres, pour pas les citer, ou Tesla même, qui font pas ou peu de remises, eh bien, le curseur est fixe au début. Donc, la cote Argus va être en fonction de l'offre et de la demande. Tout ça est généré par le marché. Donc là, globalement, ce dont on s'aperçoit dans le contexte, c'est qu'on a une tenue de cote qui est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire que on a effectivement une incidence entre l'indice de temps et de kilométrage qui sont sur le véhicule qui ne font que peu varier le prix. Et puis encore une fois, la pénurie aidant de véhicules fait que la cote, les véhicules tiennent la cote, comme on dit. Des Tesla, vous les revendez quasiment aussi cher en occasion qu'en neuf, parce qu'il y a la disponibilité. Pour l'instant, on est sur un marché qui est, tout ça va se lisser dans le temps, mais on est sur un marché qui est hyper malmené. On a des vagues d'un côté et de l'autre. Les Fiat 500 dont on parle, par exemple, qui était la plus vendue, lorsque tous ces véhicules-là vont arriver en occasion, quasiment tout en même temps, ce gros volume de vente de véhicules neufs dans 3 ans, déversera sur l'occasion. Eh bien, on verra suivant l'offre s'il tient le marché ou pas, quoi. Alors il reste des freins à l'achat de voitures électriques, on le sait, même sur des voitures neuves. Alors évidemment, c'est d'abord le prix qui reste un frein important parce que les voitures électriques sont rarement bon marché. Et puis il y a aussi les questions d'autonomie, les questions de recharge en milieu urbain, recharge en ville, qui posent un vrai problème aujourd'hui à quand même plus de 50% de la population. Donc vous accompagnez les clients là-dessus. Vous avez une politique d'accompagnement et d'acculturation à l'électrique pour essayer de faire tomber toutes ces barrières. Alors c'est j'ai clairement vu sur le site Greenmove qu'il y avait effectivement un côté un peu pédagogique. Ouais. On est sur l'accompagnement comme les assurances alliances de A à Z. On essaie d'être le plus proche effectivement. Parce que remontons la genèse, l'inconnu fait peur, c'est humain. Donc là, l'électrique, on découvre au fur et à mesure. L'autonomie, on se dit attends, mais 150 km d'autonomie, moi je fais 200 km par jour. Oui, mais on a peut-être possibilité de recharger le véhicule en partant de chez soi à fond, et peut-être qu'au bureau on a une prise où on peut la recharger. Enfin, c'est tout un accompagnement sur l'utilisation réelle du véhicule. Oui, mais pour les vacances, je fais 800 km. Oui, mais est-ce que réellement vous utilisez votre véhicule pour partir en vacances? Non, je prends en train ou en avion. Donc effectivement, on est sur une découverte. On va accompagner les clients effectivement dans leur quotidien pour voir effectivement leurs besoins. Donc on a un vrai accompagnement qui va donc effectivement du kilométrage qu'ils vont faire par jour, est-ce qu'ils ont des bornes, est-ce qu'ils ont une borne chez eux, est-ce qu'ils ont une borne à domicile, est-ce qu'ils ont des points de chargement intermédiaires, combien ils font de kilomètres par jour, combien ils sont à utiliser le véhicule, est-ce qu'ils sont chargés, est-ce qu'ils sont en montagne, est-ce que ils sont dans une zone où il pleut plus, parce que tout ça intervient aussi sur la durée de vie de la batterie, où il pleut plus, où il fait froid, où ils sont en montagne, bref. Donc vraiment tout l'environnement. De ça, on va définir le véhicule, le niveau de batterie, et puis l'aider, où est-ce qu'il pourra charger, etc. Et puis on va même jusqu'à effectivement l'accompagnement avec Engie, notamment, qui nous accompagne aussi pour ça, pour installer des bornes à domicile. Donc d'accord. On essaie d'avoir la vision 360 degrés sur tant le choix du véhicule, la batterie, le mode de financement, et puis après comment utiliser le véhicule et comment l'usage, et puis la borne éventuellement à installer chez eux.
Et alors justement, concernant les recharges, la question de la recharge, est-ce que vous avez conclu ou avec des accords avec des réseaux de distribution comme le font les marques de voitures neuves qui, par exemple, vont conclure un accord avec un réseau comme Ionity ou comme Fastned, qui consiste à fournir une carte avec un abonnement privilégié, etc. C'est quelque chose qui peut se faire sur le marché de l'occasion, ça? Alors, ça peut effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas. Il y a NJ effectivement avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur un produit qui pourrait s'y apparenter, mais en réalité, pour l'instant, non, parce que l'offre est je dirais, il y a pléthore d'interlocuteurs, pléthore de bornes, etc. Et pour l'instant, tout ça a besoin de se clarifier un petit peu. Il faudrait fournir 4-5 cartes pour pouvoir permettre aux clients de se véhiculer dans Paris à différents endroits, etc. Donc, on leur laisse le choix, eux, après, sur cet accompagnement-là. Il est moindre, entre guillemets. C'est comme si vous achetiez un véhicule neuf et j'allais jusqu'à vous dire, écoutez, je vous donne un abonnement pour une station Total. Ou voilà une carte essence Total. C'est un petit peu réducteur et puis ça veut dire que ce sera pas forcément adapté à votre besoin. Et là, pour le coup, c'est vraiment chez eux, la balle est dans leur camp. Ouais. D'accord. Alors sur les freins à l'achat, où on parle de la recharge et on parle aussi, alors je pense que ça vous concerne directement, de la question de l'usure et de la dégradation des batteries. Ouais. Est-ce que c'est un sujet important? Est-ce que les gens ont peur de ça? Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions? Et qu'est-ce que vous nous dites pour les rassurer? Alors, je sais pas si c'était sciemment, mais nous avons les trois pôles, le trépied, pour tenir les trois pieds de Green Move. 1, le sourcing. 2, l'accompagnement. 3, je dirais les éléments de réassurance, notamment par rapport à la qualité de la batterie. Nous, clairement, dans le Startup Studio dont je vous ai parlé, où nous sommes hébergés, dans le Startup Studio, nous avons une autre startup qui s'appelle MOBA, qui s'appelait anciennement Label Batterie. Oui, d'accord. Et qui est une startup qui fournit un petit dongle, c'est un petit boîtier qu'on branche sur la prise OBD et qui va communiquer en Bluetooth avec votre téléphone et vous fournir un certificat autonome et indépendant. Qu'est-ce qu'il fait, ce boîtier? En fait, ils n'ont pas réinventé la roue, mais le système est vraiment sympa. Et même pour en discuter avec des professionnels automobiles qui sont multi-marques, ils y voient un intérêt. Globalement, ils vont aller, ce boîtier va aller chercher tous les éléments, le SOH, le SOC, State of Health, State of Charge de la voiture, plein d'éléments dans le boîtier de servitude du véhicule, dans le cœur de la centrale, on va dire. Il va aller chercher tous les éléments qui concernent la batterie. Comment elle est usée, combien de charges elle a eu, est-ce qu'elle a eu des charges rapides, est-ce qu'elle a eu des charges lentes, quel est son niveau de vie actuellement, est-ce qu'on peut le modifier et le ramener sur un état un peu meilleur, puisqu'on peut d'ores et déjà un peu les batteries leur redonner une seconde vie sans pour autant la changer et sans grosse intervention. On a déjà des tips pour pouvoir redonner une seconde vie à la batterie. Donc nous, systématiquement, quand on achète un véhicule, effectivement, on va envoyer un dongle de MOBA pour effectivement tester la batterie, et on a un engagement avec un niveau de batterie de SOH à 98%, c'est-à-dire que on est vraiment sur des batteries qui sont peu usées. Donc ça réduit le champ des possibles, nous, pour le sourcing, mais finalement à ce jour, il y a hormis les professionnels qui, pour le coup, au niveau contrainte de charge, ne peuvent pas trop faire autrement, mais au niveau des particuliers et de l'utilisation, il y a quand même on a déjà un peu les guides, les guidelines qui sont pour le téléphone, pour l'ordinateur, de pas le charger, de pas laisser descendre en dessous de 20%, quand il est à 80%, pas forcément le charger quand il est à 80%, et si on le laisse en charge au-dessus de 80, c'est pour aller jusque 100 et laisser 4, 5, 6 heures, lui laisser le temps de charger plus doucement. Donc tout ça, on a déjà un peu les réflexes avec les ordinateurs, avec les téléphones pour épargner la batterie. Donc au niveau des voitures, on s'aperçoit que les niveaux de batterie sont assez bons. Et c'est épiphénomène lorsqu'on a un niveau de batterie qu'on refuse une voiture parce que le SOH est trop bas. Donc ça fait partie effectivement des garanties que l'on fournit chez Green Move. Très bien. Vous vendez combien de voitures par an à peu près en 2021? Alors on vend assez peu, et encore une fois l'activité elle a démarré tout doucement parce qu'il fallait vraiment faire les fondations, etc. Et avant de se lancer à corps perdu, il fallait vraiment consolider et partir sur une base avec des fondations solides, aller chercher les financements, tout ça, ça s'est pas fait. Donc on commence réellement l'activité là, et
en vente à proprement dit, ça reste épiphénomène. Je sais plus si je vous dis, mais en fait, assez peu on n'a pas eu de vente. On a eu 3 ventes jusqu'à présent, et qui en plus étaient des gens qui avaient eu le véhicule et disaient, mais attendez, moi elle me plaît, je veux la garder, etc. Donc finalement, c'est une location longue durée qui s'est interrompue au profit d'une vente. Mais même si effectivement initialement les gens arrivent chez nous pour acheter la voiture, très rapidement en discutant avec eux, leur besoin, il n'est pas sur un achat, parce que là encore les mentalités évoluent et qu'on s'aperçoit que l'automobile c'est un bien de consommation. Donc ma question était mal posée quand j'ai parlé de vente. Je voulais dire combien de transactions, en fait, combien de nouvelles voitures mises sur le marché par votre entreprise sur l'année, quoi, à peu près. Enfin, combien de une cinquantaine. Pour l'instant, une cinquantaine. D'accord. Encore une fois, parce que il y a beaucoup de demandes et après il y a des demandes qui se concrétisent, voilà. Et puis il y a les véhicules à trouver en face. Et puis on a aussi besoin que le marché évolue pour augmenter le volume. C'est-à-dire que là, les prix des véhicules sont assez élevés parce qu'il y a encore un manque de véhicules. Tout ça va un peu se réguler et on fait là pour l'instant l'idée est de monter grandissant, quoi, et d'aller crescendo, on va dire. Oui, en fait, vous prenez des positions pour l'avenir qui est certainement assez intéressant pour vous, mais vous êtes très effectivement en avance de phase, donc. Nous, on part du principe, j'ai passé assez rapidement sur le principe de Green Move, mais c'est permettre l'accessibilité du véhicule électrique au plus grand nombre par le prix, donc la location de véhicule d'occasion, mais c'est aussi nous donner au véhicule une seconde et une troisième vie. C'est-à-dire que nous, on considère que un véhicule électrique a un taux d'usure qui est moins important, un niveau d'usure qui est moins important qu'un véhicule thermique parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, que sa durée de vie est en gros de 9 ans ou 180 000 km au bas mot, vraiment minimum. On va donc lui faire elle a un cycle de vie de 3 ans en location neuve, location 3 ans, on la récupère à ce moment-là, on lui fait faire un autre cycle et encore un cycle et ensuite on la vend en occasion. Donc nous, l'intérêt effectivement de sourcer au mieux les véhicules parce qu'on va les garder 6 ans et ensuite les revendre. Très bien. Samuel Le Charpentier, j'ai une dernière question pour vous, c'est la question à 1 euro que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique ? Alors, j'habite Paris, je travaille Paris. Vous avez le droit de dire non, hein. Non. J'ai une Zoé 52 intense, une R135, voilà, qui a un peu plus de 10 000 km, mais en réalité, je m'en sers assez peu, et 2, je m'en sers assez peu de celle-ci précisément parce que j'essaye, quand il y a des fins de location, de récupérer la voiture pour voir un peu justement dans quel état ils sont, comment elle roule, etc., avant de les remettre de voir ce qu'il y a à faire comme travaux, etc. Et puis je m'en sers assez peu parce que finalement, je suis dans Paris, donc c'est pas forcément facile de se garer, et puis ça va plus vite à pied en général, quoi, quand les distances le permettent. Merci Samuel Le Charpentier. Je rappelle que vous êtes CEO de Green Move, une start-up spécialisée dans la vente et la location de voitures électriques d'occasion. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!